Dernier round de regard croisé. Et Fiormain, vous voulez réagir par rapport à ce que Horus a dit à propos de la Côte d'Ivoire? Oui, il a parfaitement raison. Moi, je n'ai jamais cru en la bonne foi de Alassane Ouattara. Je n'ai jamais cru parce que quand en mars il disait qu'il s'est cédé son pouvoir à son dauphin, on a dit suite à cette que moi je ne croyais pas la bonne foi. On a dit que non, Ouattara est en train de manipuler tout le monde parce que Ouattara était un fait politicien. Il est fait politicien, donc il vous malmène et vous allez croire qu'il dit la vérité. Et au finish, vous apercevez que ce monsieur nous a eu. C'est ça, il a eu l'opposition ivoirienne et l'opposition est en train de faire aujourd'hui les frais. Donc moi ce que je dis, je sais que Ouattara c'est un fait politicien. Inflexible. Alors aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire lui a tout donné, il a été Premier ministre et après il est devenu président de la République. Donc il a presque tout eu dans la vie. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est de penser au lendemain de la Côte d'Ivoire. Comment reconstruire ce pays sur le plan institutionnel, sur le plan démocratique, sur le plan social, sur le plan économique. Comment faut-il le faire maintenant? Étant président, il ne pourrait pas tout faire. Les années qui lui restent à passer à la tête de l'État ne lui permettront pas suffisamment. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Au lendemain de cette élection, moi, je lui proposerais de se mettre déjà de commencer par se mettre dans une posture de sage pour rassembler tout le monde. Il joue au réconciliateur. Il oublie qu'il a eu à créer une commission vérité, justice et réconciliation par le passé, dirigée par c'était peut-être Charles Condé Bani, non? Et donc, maintenant qu'ils se disent aujourd'hui, nous allons asseoir les bases d'un nouveau dialogue. Maintenant, qu'on mette ensemble les anciens présidents, que je serai dans quelques jours, et qu'on mette et en face qu'il y ait des jeunes. Donc, que ces jeunes-là soient là, en quelque sorte, et qu'on discute de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Les chers, peut-être, j'ai eu à commettre des erreurs de par le passé, veuillez m'en excuser. Alors, on assoit en quelque sorte des garanties qui protègent son avenir et son après-présidence. Parce qu'il y a quelque chose que je dis toujours, et moi je donne raison à ces chefs d'État qui ne veulent pas quitter le pouvoir, c'est-à-dire la peur. La peur. Ouattara se sent seul. La chasse aux sorcières. Oui, la chasse aux sorcières. Il faut bien qu'il y ait un responsable pour ce qui a été fait. Voilà, donc la peur. Non, Ouattara, la peur. Non, quand vous parlez comme ça, il va dire, ah, c'est comme ça, moi je ne parle pas en fait. Donc moi je dis, la peur, donc, il faut tout faire pour faire dissiper la peur. Rassurer tout le monde, rassurer le président sortant. Et quand autant vous le rassurez, autant il aura envie de quitter le pouvoir. Donc, Ouattara, le problème, parce qu'il se dit en quelque sorte, en face, ils sont tous des Ivoiriens. La question, il y a quelqu'un qui va parler de l'ivoirité, ça peut toujours ressurgir. Alors pour avoir empêché Gbagbo de se représenter, je crois que ou encore non, mais pour avoir permis à ce que Laurent Gbagbo puisse répondre de ses actes, je crois qu'il devrait s'attendre à non, mais déjà même on peut pas soutenir une telle proposition. Écoutez, aux États-Unis, on a eu Nixon. Nixon espionne, je sais plus si c'est du journaliste ou un parti d'opposition. Il s'est fait démettre. Il est parti devant la justice de son pays. On l'a pas trucidé pour autant. Il répond de ses actes. Vous avez en France, vous avez eu Pétain. Vous avez eu, même avant, vous avez eu Napoléon qu'on a exilé à l'île d'Elbe, Sainte-Hélène et tout ça. Mais vous avez commis un certain nombre d'actes, vous répondez de vos actes. On a eu Bokassa qui a décidé de revenir dans son pays, être jugé dans son pays et qui est resté dans son pays. Donc il n'y a pas de... Le problème ne se pose pas si vous avez fait en sorte que dans votre pays, il y ait une indépendance de la justice et que tout soit comme cela se doit si vous avez fait un bon mandat. Oui, vous avez fait un bon mandat. Si vous n'avez rien à vous reprocher. Voilà, vous arrangez. Alors qu'ici, au Ghana, vous avez des personnes comme Rawlings qui ont fait des coups d'État. Mais ils sont au Ghana, ils vivent au Ghana. Vous avez au Nigeria des personnes qui ont fait des coups d'État, ils sont au Nigeria. Non, pour terminer avec la Côte d'Ivoire, vous avez des contextes sont tellement différents. Vous voyez avec tout ce qui se passe avec Ouattara, un peu plus complexe. Donc, il lui sera difficile de quitter le pouvoir comme cela. Il a peur parce qu'il a fait, c'est lui qui a envoyé Guillaume, comment il s'appelle, le président Gbagbo. Le président Gbagbo et le président Goudé à la haie, donc il a peur que la situation lui soit retournée. On va parler du Togo dans une interview accordée lundi matin à nos confrères de Radio France Internationale. Le Premier ministre Victoire Toméga-Dogué, la nouvelle chef du gouvernement togolais, s'est prononcé sur la situation sociopolitique du pays et la partie qui nous intéresse est celle-là où elle dit qu'il peut y avoir des gens qui ne soient pas contents, mais il faut se soumettre à cela par rapport aux dernières élections, à la dernière élection présidentielle. Donc, sinon, on ne s'en sortira jamais. Il faut se soumettre à cela. Alors, à quoi cela retourne? La question à qui vous la... Je pense que c'est la démocratie, en fait.
Donc, dans un pays, il faut qu'il y ait toujours des mécontents. C'est normal. C'est le jeu de la démocratie. On ne peut pas forcer tout le monde à regarder dans la même direction. Donc, le fait que... c'est le pluralisme. C'est le jeu de la démocratie. Le fait qu'il y ait eu une élection présidentielle et qu'il y ait eu un vainqueur et qu'il y ait eu un vaincu, l'ambiance est républicaine, l'ambiance est démocratique. Le fait qu'on continue de contester les résultats, tout ça là, ça fait partie du charme de la démocratie. Donc, il n'y a rien... Il ne peut pas y avoir de vainqueurs. Pardon ? Il ne peut pas y avoir de vainqueurs. Non, il ne peut pas y avoir de vainqueurs. Non, c'est-à-dire une élection, ce n'est pas ça proclame toujours un seul vainqueur et un vaincu. Et donc, dans les grandes démocraties, qu'est-ce qu'on fait? Le vaincu, il appelle le vainqueur pour le féliciter et tout ça. Et puis, ils le disent. Je viens d'appeler, c'est Sarkozy qui appelle, je viens d'appeler le président Hollande qui dit, je viens d'appeler le président Emmanuel Macron, tout ça. Donc, c'est le charme de la démocratie. C'est difficile de se mettre dans cette posture quand on n'accepte pas les contours du déroulement du scrutin. Oui, c'est au fait... Parce qu'il s'agit, puisqu'on parle du Togo, les contours du scrutin n'ont pas été acceptés par cette partie de l'opposition. C'est normal, tout ça là c'est normal, ça fait partie du jeu démocratique. Parce qu'on ne peut pas empêcher les gens d'exprimer ce qu'ils veulent en quelque sorte. Ce qu'ils veulent dire ou de dénoncer en quelque sorte. En tout cas, tout en restant dans le canevas de la démocratie. Mais ce qu'on peut reprocher aux contestataires, c'est-à-dire, il faut savoir pourquoi on dénonce, c'est-à-dire, il faut juger de l'opportunité de l'acte qu'on pose, de l'opportunité de la dénonciation, de l'opportunité de la contestation. Si ce que je fais est opportun, alors que je peux continuer. Regardez, nous sommes dans un contexte où on a fait les élections le 22 février. On a proclamé les résultats. La CENI a proclamé les résultats. Et je pense qu'en mai, la Cour constitutionnelle a validé les résultats. Donc, c'est fini. Donc, la Cour constitutionnelle juge en dernier ressort. Donc, sa décision est inattaquable. Donc, c'est la plus haute juridiction de droit dans le pays. Donc, dans ce contexte-là, en réalité, le vaincu doit se plier. Je pense que c'est Madame Dogbé, la Première ministre, est dans cette dynamique-là. Donc, parce que maintenant, cette page, elle est tournée, donc il faut maintenant avancer. Maintenant, on conteste pourquoi. Si la Cour constitutionnelle n'a pas encore, supposons nous sommes dans une posture où la Cour constitutionnelle n'a pas encore validé les résultats. Donc, par exemple, l'exemple du Kenya où l'élection qui avait donné comme vainqueur Kenyatta a été annulée. Et réorganisée. Voilà, mais ici, est-ce qu'on est dans cette posture? On a vu comment la Cour constitutionnelle a donné les résultats et on a vu, en quelque sorte, le fossé entre le président sortant, le vainqueur et son challenger direct. Elle dit 70%, je pense, en 10% et près de 20%. Donc, c'était presque la même chose ici au Togo. Non, mais, pardon? C'était presque le même score ici au Togo. Oui, regardez, mais ici, la Cour constitutionnelle a dit maintenant que celui-là, qui dit avoir gagné les élections, qui apporte les preuves. Et la Cour constitutionnelle a traité d'un certain nombre de recours, mais il manquait d'éléments suffisants. Donc ici, moi je dis simplement, pour celui-là qui conteste toujours, qui s'appelle toujours le président élu, c'est-à-dire Agboumé Kodjo, mais c'est tellement facile à prouver. Si vous dites, vous êtes un homme sérieux, politique sérieux, un politicien sérieux, alors vous faites quoi? Vous appelez les journalistes, vous dites, j'ai été à ces élections, on m'a volé. Voilà les preuves. Dieu m'a où? Ils ont exigé à ce que les résultats soient donnés, soient repris. Bureau de vote par bureau de vote. Tout d'abord, cela n'a pas été accepté. Oui, tout d'abord, cela n'est pas prévu par le code. Mais deuxième chose, je pense que le dépouillement est public. On a fait le dépouillement dans tous les bureaux de vote. Donc, s'ils veulent, ils peuvent avoir tous les résultats. Certains observateurs et certaines organisations de la société civile et même internationales qui ont recommandé à ce que cette proposition de l'opposition soit acceptée. Non, regardez, même, je pense que c'est l'ambassadeur des États-Unis qui a eu à faire la proposition. Mais quand le président prêtait le serment ou quand la Cour constitutionnelle validait les résultats, je pense que cet ambassadeur était là aussi. Donc, s'il n'était pas d'accord avec les résultats ou la procédure adoptée pour proclamer les résultats ou pour publier les résultats, encore faudrait-il qu'il n'aille pas là-bas. Parce que le fait qu'il y soit allé, ça veut dire aussi autre chose. Finalement, ce jeu diplomatique, on ne se retrouve pas finalement. Bon, on va demander également aux Russes ce qu'ils en pensent. Alors, de cette déclaration moi j'ai lu la déclaration. Je ne suis pas, j'étais pas très d'accord avec certains termes, notamment le terme soumettre.
Bon, mais c'est d'ordre, c'est plus une question de syntaxe. Maintenant, pour moi, c'est normal que Madame Dogbeh s'exprime comme ça, parce que vu la personnalité qu'elle incarne, j'ai pas la sensation que ce soit une politique. Non. C'est une technocrate. Donc, par conséquent, le chef de l'État lui a remis un mandat, mais qui est un mandat qui a un programme, il y a un objectif derrière, un objectif économique, un objectif chiffré, social et économique, je dirais. Parce que si vous voyez le discours du chef de l'État, je pense que c'était le 1er avril quand il y a eu la crise du Covid, vous pouvez vous le réécouter, vous verrez que ce qui semble l'agacer, c'est qu'il y a des perspectives chiffrées qui ne pourront pas être atteints justement à cause de cette crise-là. Et on sent, parce qu'il y revient, je pense, 2 ou 3 fois, on sent qu'il est profondément agacé par cela. Donc je trouve tout à fait logique qu'à un moment, après que la crise se soit atténuée et qu'on soit un peu plus rassuré sur la situation africaine, qu'il préfère prendre une pure technocrate après avoir pris un pur politique pour gérer la question des élections. Maintenant, ceci étant dit, en ce qui concerne la substance du message, pourquoi je ne suis pas d'accord avec le mot soumettre? C'est que le problème avec le mot soumettre, c'est, comment dirais-je, passer sous silence pratiquement 3 années de crise politique au Togo, qui se sont soldées par des marches, des soulèvements, de la répression. On a eu des morts d'hommes, on a eu des familles brisées, on a eu des réfugiés, on ne peut pas passer sous silence 3 années de contestation politique. Là, il est question des élections. Non. Avant les élections, on a eu des marches, on a eu des manifestations, on a eu des contestations, on a voulu parler du cadre électoral, des réformes, ainsi de suite et tout ça. Donc maintenant, là, il ne faut pas faire l'amalgame. C'est qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les soulèvements populaires et toutes les manifestations qu'il y a eu pendant les 3 années. On a eu la société civile, on a eu les partis politiques, ainsi de suite et tout ça, qui réclamaient un certain nombre de choses. Et le fait que les partis d'opposition aient pu se rater lors du processus électoral. Pour moi, je fais la part. Parce que ce n'est pas parce que les partis d'opposition se sont ratés que les populations togolaises épousent fortement ce qui s'est passé, ou qu'elles ne se sentent pas flouées après les 3 années de crise. Le Togo, c'est un pays qui est dans l'espace ouest africain. Dans cet espace ouest africain, on le voit actuellement avec les actualités. Je pense qu'il serait judicieux de ne pas prétendre que pour des Togolais qui voient que dans d'autres pays, effectivement, d'autres populations refusent d'avoir un 3e mandat pour le chef de l'État. Il serait, je pense, très prétentieux de croire que les Togolais, eux, ont accepté pleinement, avec le plus beau des sourires, un 4e mandat. Parce que c'est justement le même rapport aux élections que l'on retrouve actuellement en Côte d'Ivoire, qu'on le retrouve en Guinée, qu'on a vu au Burkina et qui a enlevé. On a vu un opposant venir vouloir faire un 3e mandat. Pardon? Un opposant vouloir venir faire un 3e mandat après Alassane Ouattara. Lequel? Le Kodam Bédié? Non, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Lequel des opposants? Alassane Ouattara, il était. Oui, voilà, mais justement, Alassane Ouattara, c'est là le problème. C'est-à-dire ce que le reproche, c'est de vouloir faire un 3e mandat. Ce qui est reproché à Alpha Condé, il était opposant. Ce qui est reproché à Alpha Condé, c'est la même chose, de vouloir faire un 3e mandat. Il était opposant. Là n'est même pas la question. Hein. La question. Mais moi, j'amène la question là-bas. Non, oui, mais le problème, c'est de penser que le Togolais, lui, pendant que en ce moment-là, dans tout l'espace sous-régional, des gens disent nous ne voulons pas de 3e mandat. Je pense qu'il est prétentieux de penser que lui, le Togolais, dit ah oui, moi j'adore mon 4e mandat. C'est pour ça que je dis il y a un problème avec le mot soumettre. Si elle disait
essayer voilà, je sais pas, mais j'ai un problème avec la syntaxe parce que ça donne l'impression que des personnes qui ont manifesté, qui sont sorties dans la rue, qui ont été réprimées avec toute la violence que l'on sait pendant 3 ans, l'ont fait pour rien. Et que par conséquent, leur message n'avait aucun poids, aucune valeur. Alors que l'ironie du sort veut que 3 ans après, disons 1 an après que tout ce monde ait manifesté, soit sorti dans la rue, et ainsi de suite, des pays voisins font exactement le même type de revendication, mais pire, pour le 3e mandat, même pas pour le 4e. Voilà, je fais un raisonnement scientifique, abstraction faite de toute considération politique. Mais en suivant Rui Donkovi, par exemple, quand il dit les Togolais, ne pas être prétentieux de dire que les Togolais voulaient un 4e mandat, voulaient d'un 4e mandat. Puis c'est normal, je peux dire, il y a des Togolais, non les Togolais. Moi je dis, il y a des Togolais qui peut-être n'ont pas voulu d'un 4e mandat de Faure Gnassingbé. Peut-être, ce sont ces Togolais qu'on peut retrouver dans les 20% d'Agbemi Kodjo, en quelque sorte. Non, mais là, tu fais, c'est-à-dire, c'est une hypothèse. Une hypothèse. Voilà, il n'y a pas de chiffre. Regardez par exemple, oui, c'est ça. C'est-à-dire, prenons scientifiquement les résultats. Les résultats programmés par la CENI et validés par la Cour constitutionnelle. Qui sont contestés. Oui. C'est ça le problème. Les résultats que tu veux utiliser, c'est-à-dire sont soumis à contestation. Voilà, c'est-à-dire, moi c'est là où je dis, ceux-là qui contestent, qui nous apportent la preuve contraire. C'est aussi non, simple. attention, c'est pour ça que je dis, non, je comprends ce que tu veux dire. Je ne parle pas de l'élection. Hein. Quand je fais mon propos, je ne parle pas de l'élection. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'échec que l'on attribue aux partis d'opposition, il faut la dissocier du fait que pendant 3 ans, des personnes aient contesté. Il faut faire attention. Ce n'est pas parce que l'opposition, dans sa joute électorale, a échoué que la contestation, elle, le ressenti, elle, n'existe pas et n'est pas légitime. Oui, je suis d'accord. Voilà. Oui, je suis donc, il ne faut pas attacher le fait que l'opposition se soit ratée au fait que la contestation n'existe plus. Non, je comprends. Oui, ce que moi je dis est simple. Je dis, supposons qu'il y ait des gens qui ne veulent toujours pas d'un 4e mandat de Faure Gnassingbé. Voilà. Moi je dis tout d'abord, c'est normal. C'est la démocratie. Et je reprends cette phrase de début. On ne peut pas forcer tout le monde à regarder dans la même direction. Maintenant, supposons que les Togolais ne voulaient pas, tous les Togolais ne voulaient pas d'un 4e mandat. Et quand on voit les chiffres de la présidentielle, les Togolais, ceux-là qui ne voulaient pas d'un 4e mandat de Faure Gnassingbé, devraient le démontrer dans les urnes. Et peut-être, dans les urnes, on aurait peut-être un 10% pour Faure Gnassingbé et un 80% pour l'opposition. Et là, on aurait compris, tout de suite. On aurait compris tout de suite. Que tous les Togolais en âge de voter n'ont pas réussi quand même à pouvoir voter. Oui, mais en tout cas, en ce qui concerne tous les chiffres que nous avons, c'est sur la base des chiffres. Tous ceux-là qui sont allés voter se sont exprimés pour ou contre le régime en place ou pour ou contre le président. Donc, si l'ensemble, la majorité de ceux-là qui s'étaient déplacés ont montré que eux, ils voulaient d'un 4e mandat de Faure Gnassingbé. Parce que moi, je parle de façon scientifique. Abstraction faite de toute considération politique. C'est ça, en fait. Maintenant, je dis... Quand tu parles des chiffres, je te donne un exemple. Quand tu parles des chiffres, tu parles du côté scientifique des chiffres. Déjà, dans la méthodologie employée, c'est contesté. Dans les contours, les répartitions, c'est contesté. Ce qui a embrouillé beaucoup des gens au niveau de la population, c'est qu'à la base, la dynamique des partis d'opposition était de faire comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est de dire, on ne participe pas, n'allez pas vous inscrire. Donc, beaucoup de gens ne se sont pas inscrits. Finalement. Beaucoup de gens ne se sont pas inscrits. Oui, mais non, regardez les chiffres que nous avons eus, par exemple. Maintenant, les chiffres dont tu parles, est-ce qu'ils ne sont pas contestés? Voilà, non, je dis simplement. S'ils sont contestés, est-ce qu'ils ne sont pas contestables? S'ils sont contestables, c'est ça la démocratie. S'ils sont contestés, moi je dis simplement, s'ils sont contestés, on apporte les preuves et puis c'est fini, le problème est réglé. Mais quand on nous démontre que ceux-là qui sont sortis pour aller voter Faure Gnassingbé, c'est le nombre ou le chiffre qu'on nous a présenté est faux avec des preuves à l'appui. Moi, je ne suis pas scientifique, au fait. Parce que ceux-là qui... Tu parles même que l'opposition avait découragé une partie quand même de l'opposition, son électorat à aller voter. Exactement, l'opposition a découragé une partie de son électorat. Et après, attention aussi, il y a un truc aussi en Afrique, et moi, je tiens à préciser, moi, par exemple, généralement, quand je viens sur le plateau, je dis très sincèrement, il y a beaucoup, je dirais que la presque totalité des hommes politiques ne me convainc pas.
faut faire attention. Ce n'est pas parce que les gens sont sortis pendant 3 ans qu'ils se réclament d'une obédience politique particulière. Et c'est la raison pour laquelle, justement, à un moment, les organisations de la société civile étaient en vogue. Parce que les gens se retrouvaient beaucoup plus dans des organisations de la société civile que dans des partis politiques qu'ils estimaient s'être dévoyés à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, le scandale qui va advenir au niveau du mois de décembre avec l'histoire des cadeaux de Noël et tout ça, va profondément agacer les gens. Donc maintenant, je répète, c'est-à-dire, je trouve qu'il est très très prétentieux 2 choses. Le fait d'attacher l'échec des partis d'opposition aux échéances au fait qu'il y ait eu des contestations pendant les 3 années et qu'il y ait beaucoup de ressentis, et le fait qu'on puisse prétendre qu'une population qui voit des gens refuser un 3e mandat se retrouve dans l'acceptation d'un 4e. Parce que la question, c'est comme pour Ouattara, la question n'est pas de savoir si le bilan, parce que ça aussi, ça a été, on le répète beaucoup, on dit oui, le bilan était bon, le bilan était bon. Oui, le bilan peut être bon. Mais le fait que le bilan ne soit bon ne justifie pas qu'il n'y ait pas d'alternance. Vous allez au Ghana, il y a tel président qui passe, on dit oui, le bilan, il est bon. Ça ne veut pas dire qu'on ne change pas le président. Donc, par conséquent, ce qui est reproché à des mandatures comme celle de M. Ouattara, et qui peuvent être reprochées même par des fans de M. Faure-Gnassingbé, c'est de dire, oui, vous avez fait un 1er mandat, oui, vous avez fait un 2e mandat, le 3e mandat, nous ne l'acceptons pas. Pas parce que nous ne nous retrouvons pas dans le bilan que vous avez fait, tout simplement parce qu'il y a un souci d'alternance. C'est important pour une nation. Voilà. Les mêmes personnes peuvent dire, oui, vous avez eu un bon bilan. Nous n'acceptons pas un 4e mandat, pas parce que nous n'acceptons pas votre bilan, tout simplement parce que il y a une nécessité d'alternance. Voilà, c'est important dans l'État. Bon, en tout cas, les résultats disent le contraire. Les résultats disent le contraire. Ne confronte pas ta thèse, au fait. C'est ça, en fait. Moi, je suis un républicain. Je suis un républicain. Il y a des institutions républicaines dans le pays. Et donc, sont elles, bien sûr, qui ont proclamé Faure-Gnassingbé vainqueur. Et moi, sur la base de ces résultats, moi, je dis que les Togolais, vis-à-vis de ces chiffres, majoritairement, et sur le plan électoral, ont démontré qu'ils veulent un 4e mandat pour Faure-Gnassingbé, et ils lui ont donné ce 4e mandat. C'est sur la base des chiffres que nous avons eu, que nous avons eu de façon républicaine. Maintenant, le deuxième point de votre intervention, c'est ça qui m'intéresse au fait. C'est-à-dire, le pouvoir en place ne doit pas se dire, bon, les gens m'ont voté majoritairement et c'est fini. Non. Peut-être le pouvoir doit savoir simplement que s'il y a eu des contestations dans les rues, les solutions n'ont pas été encore apportées à ces contestations. Le pouvoir doit le savoir. C'est ça. Parce que pour enchérir tout ce que vous dites, je suis en train de faire depuis quelques semaines, je me fais une petite démonstration. Je l'ai dit sur un média l'autre fois. Vous allez voir que depuis 2003, à chaque présidentielle, 2 ans après chaque présidentielle, il y a toujours des contestations. Nous partons d'un petit exemple. 2003, 2 ans après, le décès du général Yadema, les gens, Yadema l'avait voté majoritairement, et 2 ans après, les gens sont descendus dans la rue et on dit on ne veut pas de Faure-Gnassingbé. Quand il était arrivé au pouvoir, les gens disent non, non retour à l'ordre constitutionnel. Et après, les gens ont manifesté, il y a eu des morts. Est-ce que les chiffres de 2003 étaient républicains? Oui, c'est la CENI et la Cour constitutionnelle qui ont proclamé des chiffres républicains. Okay. Et 2 ans après, les gens sortent dans la rue. Non, écoutez encore, je continue. Donc, nous sommes en 2010. Faure-Gnassingbé gagne encore la présidentielle. 2 ans après, il y a le CST qui est créé, Collectif Sauvons le Togo. Et maintenant, les Togolais sont encore dans la rue pour demander l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Des manifestations encore plus intenses qu'en 2005. Oui, des manifestations encore plus intenses qu'en 2005. On continue. Ça veut dire que les promesses de 2010 n'ont pas été tenues
Et voilà, 2 ans après, les Togolais... Pas forcément, peut-être que de nouvelles revendications. Oui, peut-être, oui, de nouvelles, Mais parce que les gens ne sont pas satisfaits dans la maison. Les palais de la maison peut-être toujours menacés, les conditions sociales sont à déplorer. Et je continue. 2015, on fait encore une élection. 2 ans après... 2017, il y a Tchikbé qui sort. Des manifestations montent sur toutes les presses. Il faut préciser, parce que tu me parlais de justesse des chiffres. Donc ça veut dire qu'en 2003, justesse des chiffres. 2005, justesse des chiffres. 2010, justesse des chiffres. 2015, justesse des chiffres. Et à chaque fois, on retombe dans le même cinéma. Oui, parce que justement, après, lorsqu'il y a la justesse, plus intense, et lorsqu'il y a la justesse des chiffres, on dit aux gens, les chiffres sont justes, il faut vous soumettre. Et c'est pour ça que je dis, il faut arrêter de dire aux gens de se soumettre. Non, ça aussi, je vais répondre à tout à l'heure. Je vais répondre à vous. Je vais vous répondre tout à l'heure. Maintenant, c'est pour dire simplement que peut-être, pendant l'élection, il y a une fièvre. Il y a une fièvre, peut-être, quand le président descend, c'est psychologique. Peut-être, il y a un esprit de manipulation politique quand le président descend sur le terrain. Des gens qui n'ont jamais vu le président, ils le touchent, ils le saluent. Donc, se dit, qui influence les résultats. Qui influence peut-être ceux-là qui vont voter. Dans les dernières minutes, on dit, cet homme-là, je l'adore, au fait. Je peux aller voter pour lui. Donc, les gens vont le choisir. Et maintenant, après le vote, on se rend compte que, mais rien ne change pratiquement. Et quand quelqu'un appelle à manifester, on se dit, nous, on a fait, et on manifeste. Maintenant, je te pose la question. Les gens dont tu parles là, maintenant je te pose la question. Oui. Ils font ça 10 ans, 15 ans? C'est ça. Parce que les gens qui ont manifesté en 2005, ben, tu vas les retrouver après. Oui. Et maintenant, ceux que tu retrouves après en 2000, je sais pas, 12, 13, ben, tu vas les retrouver après. Oui. Donc, grosso modo, tu m'expliques que des gens sont contestataires sur 5, 10, 15 ans. Oui, et à chaque fois qu'ils font 5, 10, 15 ans, on leur dit, vous savez, les chiffres, ils sont républicains. C'est là, il faut soumettez-vous. Non, c'est-à-dire. Donc on fait quoi? Là, on est en 2000, on est en 2020. On attend 2022 pour reprendre. Ce que je reproche, c'est que oui, ce que je reproche, c'est que par exemple, le peuple togolais, c'est un peuple à paradoxe. C'est-à-dire, vous votez. Vous choisissez la personne dans les rues, dans les urnes, et 2 ans après, vous contestez encore. C'est pas un peuple à paradoxe. Le peuple togolais, c'est un peuple qui est calme et qui explose quand ça pète. Voilà, c'est le danger du peuple togolais. Oui, pour dire simplement qu'il revient maintenant à ceux-là qui dirigent, à ceux-là que le peuple a choisi de réfléchir profondément sur ce que... se remettre en cause. Parce que c'est pas normal qu'après chaque 2 ans, qu'il y ait des contestations dans les rues. On se rejoint. Maintenant, pour les 2 ans... Merci, Firmin. Pour les 2 ans, c'est fini? Oui, c'est fini. Oh là là. Merci à Firmin et à Russe. Voilà, ce fut un plaisir. Voilà, merci à vous également, vous, le cher téléspectateur. Le débat continue et on se retrouve à très bientôt.